on n'a pas besoin d'être essentiel dans une société. Au contraire. Et ça, je pense que ça dépend largement de la personnalité de la personne. Il y a plein de gens qui adorent se sentir nécessaires. Ça leur est même nécessaire de se sentir nécessaire, en fait. C'est important pour eux. Salut et bienvenue au podcast Développe-moi avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast ? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans ce premier épisode de l'année 2024, j'échange avec Sacha Labouré, cofondateur de la licorne châtelloise Cloudbiz. Dans cette partie 1, on a abordé plusieurs thèmes comme le changement de fonction, on parle de son passage de CEO à CSO, on parle de la perception du changement de fonction. Évidemment, on aborde Cloudbiz dans son ensemble, on parle des débuts, de la difficulté des premières années, de leur organisation, leur croissance, et on aborde légèrement l'holacratie, on parle de la méritocratie, qui est une thématique que j'aime beaucoup, et bien d'autres points. Les licornes, donc les entreprises valorisées à plus d'1 milliard, ne courent pas les rues, et leurs fondateurs non plus. On en a une à Neuchâtel, et c'était donc un immense plaisir de parler avec Sacha pour qu'il partage son expérience. Je te souhaite un excellent épisode. Sacha, tu as dit dans une interview au Blick, je pense que l'un des secrets pour la réussite d'une entreprise, c'est de ne jamais lui être indispensable. Le plus beau cadeau, c'est de savoir que Cloudbiz peut fonctionner avec ou sans moi. Je ne suis pas un élément essentiel de la boîte. Et effectivement, il n'y a pas si longtemps de ça, tu es passé de CEO à CSO pour Chief Strategy Officer. Ouais. Pourquoi ? Alors déjà, ça fait super peur quand tu dis, dans une interview oblique, tu as dit, tu te dis qu'est-ce que j'ai pu raconter et qu'est-ce qu'ils ont pu écrire. Ouais. Ben, écoute, c'est assez simple, c'est que quand tu crées une boîte, enfin, ça dépend des individus. Moi, je suis un ingénieur à la base. Donc, je suis plus un hacker, d'une certaine manière. J'aime bien tester des trucs, faire des trucs. Donc, si je regarde les boîtes que j'ai faites, c'est toujours pour construire quelque chose de nouveau. Donc, j'y bosse. J'ai commencé par l'open source. Je faisais du développement, je faisais du clustering. C'était ça qui me bottait. C'était de travailler en communauté. Et c'était une super expérience. Cloudbiz, c'est la suite de JBoss dans le cloud d'une certaine mesure. C'est la 2.0. C'est aussi ça, en fait. C'est de construire quelque chose comme ça. Et quand tu commences une petite structure, tu as vraiment ça. Tu es avec des hackers, tu essayes de produire quelque chose, d'avoir de la réussite. Et la réussite, ça signifie que des gens aiment utiliser ce que tu crées. Et il y a certains niveaux, on peut en parler après, hein, mais dans la taille d'une entreprise, qui font que tu vas changer ce que tu crées, en fait, dans la boîte. Et ce à quoi tu es utile en tant que CEO. Et au début, tu es vachement focalisé sur la vision, sur ce qu'on doit produire, tu as la vision du produit et autres. Et au fur et à mesure, le boulot devient plus un boulot de vision produit, mais devient de gérer un système. Tu dois créer un système qui est une entreprise avec des gens qui ont des objectifs que tu dois mesurer, que tu dois évaluer, si ça ne se passe pas bien, tu dois prendre une action et ainsi de suite. Donc ça reste de l'ingénierie, mais pas la même d'ingénierie. C'est plus de l'ingénierie sur des produits, ça devient de l'ingénierie de système, de gens en fait. Et là, je parle de manière un petit peu froide, hein, un petit peu du système. Et ça me plaît beaucoup moins, en fait, tout simplement. Donc, imagine, quand tu es 20-30 dans une boîte, tu connais tout le monde, tu sais ce que tout le monde fait, tu peux même les gérer en direct sans trop de problèmes. Quand tu es 600, 500, 600, et bien avant, tu as non seulement des gens entre ces gens, mais tu as plusieurs couches de gens. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, tu vas non seulement devoir manager des managers, tu vas devoir manager des managers de managers. Et donc, en fait, c'est un petit peu comme une pieuvre, tu sais, qui a ses pattes qui sont dans l'eau, qui font des grands gestes derrière la pieuvre. Et tu n'as pas forcément un bon contrôle de ça.
Et donc, ça devient vraiment de l'ingénierie de système, de se dire, voilà, comment est-ce que je crée un système qui fait que tout le monde est aligné, que tout le monde marche droit, qu'on a tous les mêmes, des objectifs cohérents. Et moi, ça m'intéresse pas. Ça m'a pris du temps pour découvrir que ça m'intéressait pas, parce que à la base, ça reste un challenge technique d'une certaine manière. Il y a beaucoup de technique là-dedans, mais tu te rends compte après un moment qu'en fait, moi, ce qui me botte aussi, c'est d'être avec des gens, travailler proche avec des gens. Et puis, tu perds un peu ça. Ça, c'est une partie que tu dois sacrifier quand ça devient ton job. Donc, pour moi, c'était un bon choix de faire ça. Et surtout qu'il y a des gens qui font la deuxième partie, gérer ces systèmes, super bien. Et ils adorent ça. Et ils détestent la première partie, par ailleurs, qui est un peu gluante, qui est chaotique, où tu as peu de certitude. Et moi, voilà, donc en fait, il y a des très bonnes complémentarités par rapport à ça. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. C'est vraiment ça. Et puis, si j'ai fait quelque chose de faux, c'est de le faire peut-être trop tard encore. C'est-à-dire que j'aurais dû me rendre compte plus tôt qu'en fait, ça me rend pas heureux de faire ce genre de choses. Mais c'est souvent le cas. On prend rarement des décisions en disant ah, je l'ai pris un peu rapidement. Surtout quand ça nous concerne, ça nous prend du temps de venir à ces conclusions. Donc voilà, ça c'était la raison. Il y a une deuxième question qui n'est pas forcément liée, c'est où je dis qu'on n'a pas besoin d'être essentiel dans une société. Au contraire. Et ça, je pense que ça dépend largement de la personnalité de la personne. Il y a plein de gens qui adorent se sentir nécessaires. Ça leur est même nécessaire de se sentir nécessaire, en fait. C'est important pour eux. On va voir ça dans le contrôle, par exemple. Tu penses pas que ce soit une partie d'ego? Oui, je pense on a tous de l'ego qu'on place différemment. Ça, je pense que c'est. Après, c'est sûr, il y a une partie d'ego, de contrôle, de vouloir rester on top. Et ça reste très important. Moi, c'est quelque chose que j'avais pas nécessairement, en fait. Parce que déjà, j'avais eu assez de visibilité, à mon avis. J'ai pas souffert de ça. J'ai toujours eu une bonne visibilité dans la communauté dans laquelle j'évolue, du cloud, du développement logiciel et autres. Et c'était pas un but en soi. Du coup, si on veut vraiment être fidèle à la logique du système qu'on essaye de construire quand on devient une grosse entreprise, par définition, un système ne dépend de personne, sinon c'est un mauvais système. Donc, si j'avais un respect au moins pour la création de systèmes, c'était de me dire que personne ne devait être irremplaçable et surtout pas moi. Alors après, je suis bien conscient, quand il y a certaines personnes qui quittent un système, ça peut être des personnes qui étaient un peu angulaires, c'est-à-dire qui, soit d'un point de vue de la culture ou de la vision ou autre, s'ils partent, ils vont manquer au système. Donc je suis assez conscient de ça. Mais à nouveau, ça peut être aussi une chance. C'est pas toujours oh, il y a du changement, c'est moins bien. Oui, il y aura du changement, mais une histoire s'écrit de plusieurs chapitres, et puis je pense que quelqu'un d'autre peut amener quelque chose de très différent qui va faire que certaines personnes vont partir et vont dire moi je me retrouve plus là-dedans. Et alors, c'est pas grave, d'autres personnes viendront. Ça veut dire qu'il y a un thème sous-jacent qui est important et qui permet de faire vivre plusieurs cultures différentes. Donc voilà, je le vois un peu comme ça. On m'a fait plusieurs fois la réflexion quand même chez CloudBees après cet article, en me disant ça alors tu pars, ça veut dire quoi? Non, ça veut rien dire, je pars pas, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, disons, t'es pas le seul qui soit passé de CEO à une autre fonction. Il y en a plusieurs qui le font de cette façon-là. Parfois, c'est comme tu dis, c'est des raisons aussi justement propres à soi-même, de se rendre compte d'une certaine volonté déjà, parce qu'effectivement, en fait, tenez que tu as cofondé CloudBees, donc disons, de facto, tu deviens CEO et tu grandis avec toute l'organisation. Et puis, au final, tu te retrouves après à un endroit où tu souhaitais pas forcément, même si j'ai quand même, je crois que c'était un article, je te dis, j'ai consommé quand même pas mal d'articles, donc je sais plus où exactement je tire mes sources d'informations te concernant, mais où tu dis, à un moment donné,
bah, tu as cité JBoss, mais enfin, je sais plus si tu l'as cité, mais Oui, je l'ai cité. ouais, il me semble, ouais. Ouais. Après, on va en revenir, enfin, on va revenir un peu sur ton parcours. Euh, mais où jusqu'à JBoss, justement, bah, tu l'avais pas créé ou cofondé et que tu avais ce besoin en fait, de challenge parce que t'avais pas. Parce que JBoss avait été racheté par anciennement. Enfin, non, c'est toujours Red Hat, mais qui a été racheté par IBM. Euh, et donc, tu avais ce besoin de challenge, de vraiment créer toi-même quelque chose. D'ailleurs, ça me parle, mais ça, c'est une autre thématique. Euh, et justement, donc, tu l'as créé, tu es devenu CEO par la force des choses, mais enfin, je dis par la force des choses, mais aussi ben, de ta volonté. Ouais. Et au final, ben, voilà, tu arrives à un endroit où ben, tu te rends compte que c'est pas ce que tu souhaitais, peut-être, ou c'est plus ce que tu souhaites aujourd'hui parce que tu te rends compte de ce que tu aimes vraiment. Euh, et donc, enfin voilà, je voulais juste dire qu'il y a aussi d'autres, il y a plein d'exemples de personnes qui ont fait aussi, qui ont évolué de cette façon-là. Mais avant qu'on continue, moi je voulais. Je voudrais juste rajouter Oui. que c'est pas un divorce avec les ambitions ou la vision de CloudBees en fait. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que si j'en avais eu marre et j'y croyais plus ou ça m'apportait plus, je serais parti. Et les exemples de CEO qui partent sont légion. Pour moi, c'était de continuer, mais autrement. Donc j'ai toujours envie de faire partie de la stratégie, de choisir les meilleurs éléments, de faire des choix technologiques, et je l'ai fait au quotidien, mais il y a toute une partie que je voulais plus faire en fait. Donc c'est vraiment une façon d'être le plus adéquat avec la mission de l'entreprise, plutôt qu'une façon de dire c'est plus pour moi. Mais il y a une grosse différence quand même. Et voilà, et le premier changement s'est fait en janvier 2021, donc ça fera bientôt 3 ans. Alors il y a eu il y a des petits accros en chemin. Il y a eu un deuxième CEO qui a dû être embauché. Donc j'ai refait l'intérim au milieu, ce qui m'a conforté dans l'idée que c'était pas mon truc, décidément. Mais voilà, donc c'est important de comprendre quand je dis que personne n'est indispensable, que non seulement personne n'est indispensable, mais qu'à tout moment, tu dois avoir le job qui est le plus cohérent. Et donc finalement, moi, ce que j'ai fait avec moi-même, j'aurais pu, et je l'ai proposé plein de fois à des collègues qui étaient dans une position, puis au bout d'un moment, on sent que ça va plus. Peut-être qu'ils sont managers, peut-être qu'il faut qu'ils redeviennent contributeurs individuels, ou alors il faut qu'ils étendent leur domaine, des fois il faut qu'ils réduisent leur domaine parce qu'ils ont vu trop gros. Peu importe, mais il s'agissait de ça pour moi aussi. Et puis, ben, tu vois, pour revenir sur l'ego, c'est quand même pas facile. Bah, par exemple, tu dis, voilà, un collègue, un collaborateur, collaboratrice qui est manager et au final qui ne devrait peut-être plus l'être de par la structure ou la nouvelle organisation et de lui dire, ben non, maintenant il faut que tu fasses plus quelque chose toi-même. Parce qu'on est comme dans une société où bah, tu es manager ou tu vois, tu es CEO, enfin tout ce qui est CXO, C'est disons, valorisé, ouais. voilà, Ouais. exactement. Et, et donc, il y a quand même bah, cet aspect très social. euh, et j'ai entendu récemment, mais je sais plus, j'arriverai plus à te dire d'où, où je trouvais hyper intéressant de justement valoriser le fait que bah, finalement, manager ou pas, on s'en fiche. Mais par contre, il y a encore dans des structures où, si tu veux, par exemple, maintenant, si on parle de salaire, disons, euh, si tu veux quand même arriver à un certain salaire, tu dois être manager. Y a pas, tu peux pas être en agent seul, ou tu vois, c'est pas hyper facile de le faire. Et il y a, mais ça m'embête un peu, j'ai plus le nom. Euh, Tu cherches le nom d'une entreprise? Ouais, le nom d'une entreprise. Mais il y a C'est... beaucoup d'entreprises qui ont ces doubles échelles de salaire. Donc tu peux avoir, notamment ça se fait beaucoup dans l'ingénierie, où tu peux avoir un track manager et tu peux avoir un track contributeur individuel. Par exemple, si tu vas chez IBM, le sommet de la hiérarchie, c'est les Distinguished Engineers, Ok. qui sont l'équivalent d'un vice-président chez IBM. Donc tu peux Ok. devenir vice-président d'une business unit et avoir 2000 personnes qui te reportent, ou bien tu peux être Distinguished Engineer et il n'y a personne qui te reporte. Et là, t'es en solo. Tu es en solo. Donc ces exemples existent quand même dans pas mal de sociétés anciennes ou récentes.
Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas évident de, entre guillemets, revenir en arrière, ou ce qui est perçu par un retour en arrière. Parce que pour moi, c'est pas un retour en arrière. Pour moi, imagine, je commence une boîte sur 3 continents avec 5 pingouins, et puis on se retrouve à plus de 600, à 150 millions de chiffre d'affaires, avec des personnes dans 24 pays, enfin des trucs vraiment chouettes. Donc là, tu parlais de Donc, CloudBees. là, je parle de CloudBees. Et donc, là, je décide que je peux faire d'autres choses qui seront plus utiles à la société. Un autre CEO va être plus utile que moi, je pourrais l'être. Et moi, j'aurai plus de fun. Je vois pas l'échec là-dedans, en fait. Et donc, c'est un petit peu comme si tu as une bagnole, tu vois, tu accélères à fond en première vitesse. Puis après, tu dis, j'ai passé la seconde. On te dit, ah ouais, mais donc ça veut dire que ta première, elle était pourrie. Non, mais j'ai plusieurs vitesses, donc je vais les utiliser. Et voilà. Par contre, c'est vrai ce que tu dis sur c'est pas évident pour pas mal de personnes de se rendre compte qu'il y a un problème. Et souvent, je pense pas qu'elles s'en rendent compte directement. Elles vont parler de stress. Elles vont parler de... Alors, je vais faire attention à ce que je dis de mobbing, parce que souvent, il y a du mobbing, mais elles vont parler de facteurs extérieurs, un mal-être. Elles vont plus être contentes dans leur job. Mais je pense que pour un certain nombre de ces cas, c'est que ces personnalités, en fait, ces personnes ont besoin d'un autre job. Sont peut-être allées trop haut, ou doivent faire autre chose, ou simplement le temps a fait qu'elles sont devenues elles-mêmes une autre personne avec d'autres attentes. Et ça prend du temps de reconnaître ça, parce que ce qu'on a tendance à vouloir faire, c'est toujours aller plus haut. Alors, on est attiré par la lumière, on se dit, ah ben, il faut que j'aille plus haut, c'est mon chemin logique. Et c'est pas vrai, en fait. Donc, se rendre compte que c'est pas le bon chemin et peut prendre beaucoup de temps ou ne jamais arriver. Et donc, quand c'est un manager, un patron ou autre qui vient vous le dire, mais avec une forme de soutien, de bienveillance, pas t'es nul, je te vire. Mais moi, ce que j'observe, c'est que c'est plutôt ce genre de personne, t'es doué là-dedans, j'ai pas l'impression que tu t'éclates. En fait, tu te rends compte que la personne, rarement, va te dire mais de quoi tu parles, enfin d'avoir une réaction très forte, ça va être un soulagement. Et beaucoup de gens qui sont dans cette situation vont être soulagés quand l'information vient que ça ne peut pas durer comme ça. Alors, chez certaines entreprises, ça va être un licenciement, dans d'autres, on va trouver d'autres solutions, mais c'est souvent des soulagements. Et il faut le prendre comme une chance de se dire, mais en fait, je cherche quoi, je veux quoi, parce qu'on peut continuer comme ça, mais... la vie professionnelle, c'est une partie de la vie qu'on a. L'autre, c'est comme on se sent le dimanche soir, c'est comme on se sent chaque matin en se levant. Et ça, c'est important aussi. Donc, voilà, une petite parenthèse par rapport à ça. J'observe beaucoup de soulagement quand ce genre de changement se passe. Avant qu'on continue, Sacha, qui es-tu? Qui suis-je? Là, c'est très métaphysique. T'es pas le premier qui dit ça. Ouais, je suis... je pense que je suis un peu au fond de moi, je suis vraiment un nerd. J'adore la technique, mais pas que la technique, on imagine le mec en train de faire du développement dans sa cave, c'est aussi ça, mais pas dans ma cave. Mais j'aime découvrir les nouveaux trucs, quoi. Ça peut être je me suis mis à réparer un vieux Commodore 64. Ah ouais. Que je fais de la soudure, je suis avec un oscilloscope, mais je ne suis pas électronicien, je suis une bille, hein. Mais je trouve ça super. Je me suis mis à faire des horloges centrales, tu sais, pour les grosses horloges de la Poste, les gigantesques. Là, j'en ai une de 1957 avec des trucs des deux côtés, donc d'origine, mais il y avait une horloge centrale, donc il n'y a plus. Donc j'en ai construit une en électronique, je fais mon petit montage, les voltages et tout le truc. La programmation embarquée, tout le truc. Donc ça me plaît. Après, je passe à autre chose. C'est pas toujours de l'électronique. Je me suis mis au crochet récemment, ça va te faire. Ah ouais? J'ai dit à ma femme, si tu te mets à faire du crochet, je divorce. Et elle s'est mise au crochet, donc j'ai pas divorcé. Et après, je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer. Alors, je vais pas faire du crochet toute ma vie, hein, mais je vais faire, je pense, une écharpe, puis après, on va la cacher. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce genre de truc qui j'ai envie d'apprendre à faire des choses. J'adore le changement, tester des nouveaux trucs. Et voilà, c'est vraiment qui je suis à la base. Je crois que je suis plutôt adaptable comme personnalité, ce qui est bien et pas bien. Ce qui est bien pour
pour justement l'innovation, la technologie, apprendre des nouvelles choses, ça c'est cool. Et puis voilà, ça, je sais pas si c'est ça que tu cherches comme Oui, réponse, mais c'est un oui. début de réponse. Voilà. Finalement, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question-là, tu vois. Parce que comme tu l'as dit, c'est hyper, ça peut être philosophique. Il y a des gens, ils se présentent juste avec finalement leur profession, parce qu'ils se disent, bon, dans un podcast, je crois qu'on va parler de ma boîte. Il y a d'autres, ils partent sur d'autres choses, tu vois. Donc non, moi c'est d'où cette question, tu vois. Ouais. Et tu dis adaptable, c'est bien ou pas bien? En quoi Ben, c'est pas bien? des fois, tu prends pas la place nécessaire, en fait. Hmm, Tu vois? ok. C'est-à-dire que il va y avoir une situation, ma première réaction, c'est comment est-ce que je peux résoudre le problème. Je suis un problème solver. Mhm. Dès qu'il y a un problème, je veux le résoudre. Quitte à ce que ce soit moi qui m'adapte en faisant la place pour que. C'est pas toujours la bonne solution, en fait. Parfois, c'est plus utile de pas résoudre, parce qu'on nous a rien demandé. Et puis, parfois, c'est plus simple qu'il y ait contrainte, en fait. C'est-à-dire que le fait que ça ne s'adapte pas euh, va permettre de régler un problème plus large. Il ne faut pas s'adapter, parce que tant qu'on s'adapte, le problème va persister. Le jour où il y a résistance, le problème va devoir s'adapter différemment, va se résoudre différemment. De nouveau, on est un peu dans les systèmes là, mais toutes ces notions de systémique où finalement on répète des comportements, ils sont vrais dans la vie privée, mais ils sont vrais aussi dans les entreprises où on observe toujours des mêmes phénomènes. Et il y a un moment donné, il faut les identifier et faire qu'ils ne se reproduisent, qu'on ne participe plus à la boucle de rétroaction en fait. Donc voilà, c'est en ça que je dis que parfois ça peut être, c'est pas que positif. Mhm. Parce que quand je dis je suis adaptable, ça peut donner l'impression, tu sais, quel est votre plus grand défaut? Je suis trop généreux, tu sais. Ouais. Donc ça donne un peu cette impression. Donc je dis c'est pas que ça en fait. Il y a toujours une contrepartie. Mhm. Intéressant. Est-ce que tu cherches tout le temps à être, disons, à justement toujours trouver cette contrepartie ou, je vais essayer de m'expliquer. Parce que, est-ce que tu avais déjà dit que tu étais adaptable? Oui, j'ai déjà dit. Ouais. Ok. Ouais. Euh, Enfin à qui, je sais pas, mais je l'ai déjà dit. Ouais. ouais, ok. Donc, tu vois, c'est réfléchi ce que tu dis. Ouais. Tu l'as réfléchi. Mm. Donc, c'est une construction aussi que tu as créée en toi au fil des années, etc. Est-ce que tu cherches tout le temps à avoir cette réflexion dans les choses que tu vas mettre en avant ou dire? J'essaye, c'est vrai. Je pense que c'est un truc que je fais naturellement, tant chez moi que chez les autres. J'essaye toujours de comprendre ce qui se passe. Je suis généralement un assez bon observateur des situations, des dynamiques et autres. Ça m'a été utile dans ma carrière. Euh, Par contre, voilà, on est toujours observateur jusqu'au moment où on ne l'est plus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, voilà, moi j'observais ça, ça, ça. Puis en fait, on ne voit pas le truc gros comme une maison qu'il y a derrière nous. Donc, c'est pas du tout sans faille. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où que je suis naturellement enclin à faire. Ce qui va avec la notion d'adaptabilité d'ailleurs. Parce que si tu veux t'adapter, il faut savoir à quoi tu t'adaptes. Et souvent, tu anticipes. C'est-à-dire que les autres ne vont même pas se rendre compte que tu t'es adapté. C'est juste que la situation est désormais comme ça. Et puis, ça tombe bien parce que c'est ce qu'ils voulaient. Donc, je pense qu'il y a vraiment une phase d'observation préalable, d'adaptation par anticipation. Et souvent, donc, quand la chose se passe, où le système se met en place, où les décisions sont prises, le contexte est déjà fixé d'une certaine manière. Donc, ouais, c'est assez comme ça que je fonctionne. Ouais. Et cette adaptation, donc tu parles d'un revers de la médaille quand même, donc on va dire des points positifs et des points négatifs. Est-ce que pour une entreprise, tu penses qu'il y a aussi... J'ai un peu réfléchi à la question que j'allais te poser. Et je pense que c'est vrai aussi pour une entreprise. Il y a aussi des points positifs de tout le temps s'adapter et négatifs étant donné que justement on va s'adapter peut-être à un contexte qu'il n'aurait pas fallu s'adapter. C'est ça. Mais maintenant, dans les premiers jours de CloudBees,
vous êtes arrivé à un moment, 2010 2010, ouais. 2010. Ouais. C'était un peu précoce par rapport au marché. Correct, Vous avez ouais. galéré un petit peu, c'était quoi, les 2-3 premières années Ouais. où voilà, cloud, aussi aujourd'hui on entend partout, voilà, c'est normal le cloud, mais il y a 13 ans, le cloud, ça faisait peut-être un peu plus peur, comme peut-être ce qu'on est en train de voir avec l'IA. Ouais, Euh, exactement. et donc, quels étaient vos plus gros challenges les premières années? Alors, mon cofondateur, je dis toujours, parce que souvent il s'énerve, hein, il est très passionné. J'espère pas qu'il écoute ça. Non, mais il est très passionné. Il est suisse? Il est français. Ah, il est français, Ouais, ok. maintenant, il est franco-américain, mais il est très, très passionné. Et je lui ai dit un jour, tu sais, euh, tu as, tu as souvent ou toujours raison. C'est-à-dire qu'il est très stratégique. Il voit les tendances loin à l'avance. Euh, mais tu as toujours tort sur le timing. Et c'est une boutade, mais c'est une semi-boutade, parce que je pense vraiment qu'il voit les choses très bien. Mais le problème, quand on voit les choses très bien, c'est qu'on a l'impression que tout le monde va les voir très bien. Et donc, on se dit, ah mais oui, mais c'est logique, le cloud est tellement plus logique comme concept, économique, d'un point de vue de vélocité et autres. À tous les points de vue, ça fait plus de sens. Dès lors, en 20 minutes, ça devrait être réglé, en fait. Tout le monde devrait s'en rendre compte, tout le monde devrait le faire, et puis on se retrouve dans la situation de l'après en un claquement de doigts. Alors évidemment, ce n'est pas ce qu'on observe. Pourquoi ? Parce que les gens ont autre chose à faire, parce que les gens réfléchissent autrement, parce que les gens ne veulent pas voir, parce que les gens doivent protéger leur job, parce que les gens ont 30 000 personnes à gérer et 40 data centers dans 12 pays. Euh, donc la vie n'est pas simple en fait. Et du coup, ça peut prendre une décennie ou 2 décennies. Ça aura lieu, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Et donc cette immédiateté de l'esprit par rapport à la temporalité de la réalité, est quelque chose qui peut être très frustrant pour le créateur, pour l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur a évidemment une vision. Il se dit, mais ça, c'est évidemment une meilleure façon de faire les choses. Mais après, c'est pas forcé que les gens connectent avec ça et les gens ensuite puissent le faire d'un point de vue économique ou de faisabilité pure. Voilà, il y a les contraintes. Donc, en fait, c'est vraiment ce qu'on a vécu chez CloudBees. On a vu cette évidence du cloud en 2009, quand on a commencé à discuter de ça à Neuchâtel. Et puis, 2010, on a formellement créé ça. Et c'est vrai que les premières années étaient étonnantes parce qu'on a fait vraiment la vision de CloudBees ces 3 premières années. Aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est qu'en 2023, on recrée exactement, à peu de choses près, la même plateforme dans le cloud en la recommençant à zéro. Et entre deux, on a eu toute une époque mi-cloud, mi-logiciel, où on a dû s'adapter à la réalité économique. Et, mais ce qui s'est passé ces premières années, c'est effectivement ça, c'est de faire une offre qui, à tout point de vue, était correcte et répondait aux besoins et faisait les bonnes choses et ainsi de suite. Mais quand on allait voir les banques à Wall Street pour leur parler du cloud, ils pouffaient gentiment. Ils disaient, oh, mais qu'est-ce qu'ils sont mignons, ces Suisses. Oui, c'est mignon, mais vous nous parlez du cloud, mais nous, on doit gérer 3 millions de transactions à la seconde, on gère 18 centres de données, on a des contraintes de sécurité, de compliance. Voilà, fast forward 10 ans, on se projette 10 ans dans l'avenir, et les banques qui ne sont pas dans le cloud, je pense qu'elles n'existent plus, tout simplement. Donc voilà, ça a pris 10 ans. Donc effectivement, le timing peut être très frustrant parce que ça veut dire que nous, on se sort pas mal pour l'instant, mais plein d'entrepreneurs auront eu des échecs, auront eu des idées, si ça se trouve, bien meilleures que CloudBees, auront exécuté bien mieux que CloudBees. Pourtant, avec le timing qui était erroné, ils se seront peut-être plantés sur la levée de fonds. Ils n'auront peut-être pas levé assez d'argent. Ils l'auront levé trop tard ou trop tôt. Et finalement, ils seront en échec. Ils vont garder ça comme une sorte de blessure interne. Voilà, je me suis planté, j'ai fait ça. Mais ils ne sont pas plantés sur ce qu'ils pensent, en fait. C'était ni leur exécution, ni leur idée, ni rien du tout. C'était peut-être simplement la stratégie financière qui n'était pas bonne. Voilà. Mais donc, ça peut être très injuste. Il faut ça reprendre de la distance par rapport à ça. Et là, j'ai noté méritocratie parce que je sais que c'est une thématique que tu aimes bien. Ouais. Je t'ai entendu en parler, je l'ai lu aussi dans certains articles. Et je trouve intéressant, moi j'aime beaucoup aussi
la méritocratie, évidemment, moi, je viens pas du monde de l'open source, donc j'avais jamais entendu la méritocratie dans le monde de l'open source, où tu avais dit qu'il y a un critère qui est très important dans l'open source, c'est la méritocratie, justement, parce que l'informatique, elle a de ça de fantastique, qu'elle permet à des gens de toute couche sociale, de toute formation, de réussir. Et tu as aussi dit que l'entrepreneuriat, c'est aussi un peu une forme de méritocratie. Et justement, là, dans le cas que tu citais, où il y a une partie de temps, de fit aussi dans le marché, tu l'as dit, hein, la méritocratie n'est pas parfaite. Et j'étais content que tu le dises. Parce que justement, on en a parlé avec Andreas Schollenborg de Batmade. J'avais fait un épisode avec lui. Lui aussi est très dans cette méritocratie. Et donc, moi, ce que je lui avais dit, on va pas refaire le même débat, mais c'est que moi, j'aime beaucoup la méritocratie, mais on est en Suisse. Et justement, en Suisse, elle est très bien, cette méritocratie. Comme dans l'open source, en fait. Tu vois, où toi, tu as fait le PFL. Concrètement, quasiment tout le monde en Suisse pourrait. Alors après, c'est une question de volonté, de travail. Mais disons, financièrement, la majorité en Suisse, on peut faire ces écoles polytechniques. On peut faire des autres écoles, des unis, des autres études. Alors que dans d'autres pays, moi je suis colombien, en Colombie, pas tout le monde peut faire des hautes écoles parce que c'est très cher. Je dis Colombie, c'est la même chose pour les États-Unis, la France plus ou moins pareil. Et, et donc justement, donc tu dis, tu avais dit que l'entrepreneuriat, il y a aussi cette sorte de méritocratie. Est-ce que tu penses que c'est dans tous les domaines ou bien c'est quand même assez spécifique à l'informatique? Je pense que c'est spécifique à l'informatique, c'est ce qui c'est ce qui me plaît dans l'informatique. Je crois que tu as raison, c'est pas parfait. C'est évidemment pas parfait. Il y a des biais partout gigantesques. D'ailleurs, je trouve probablement que je pense que la méritocratie de l'open source est 100 fois meilleure que la méritocratie de l'entrepreneuriat. Moi, pour l'avoir vécu, avec JBoss dans les années 2001, quand j'ai commencé, fin 2000, début 2001, on codait sur un projet open source sans compensation parce que c'était par passion. Il y avait des types là-dedans qui étaient docteurs en géométrie. Qu'est-ce qu'ils étudiaient comme géométrie? Enfin, des têtes pas possibles. Il y avait des types qui nous rejoignaient d'Ukraine. Il y avait qui avaient des études en Ukraine. Il y avait des gens qui étaient des geeks complets qui avaient fait 0 études. Il y avait des fumeurs de joints californiens qui se levaient à 11h du matin. Il y avait de tout. Et ce qui les unissait, c'était cette passion de résoudre un problème qui leur est cher et en faisant ça, de grandir des talents finalement, puisqu'ils devenaient meilleurs. Ils pouvaient s'identifier à d'autres, ils apprenaient d'autres choses. Ils créaient une sorte de famille d'une certaine manière qui leur était proche. Et ça existe dans des dizaines de milliers de communautés open source aujourd'hui à travers le monde. Alors je pense que ça se passe ailleurs que dans l'open source, mais l'open source a quand même été un des lieux qui a créé, je pense, ces communautés sur l'Internet. Il a fallu l'Internet pour qu'on arrive à l'open source. Et donc, l'open source qu'on voit maintenant, l'open source communautaire et autres. Donc ça, c'est super puissant. Et moi, ça m'a beaucoup enrichi. Et quand on travaillait dans ces communautés, il y a un respect qui se crée par rapport à la réalisation du travail, mais elle n'est pas du tout liée à où tu vis, ton revenu, où tu as fait tes études, parce qu'en fait, on ne le sait pas, tout simplement. Nous, on l'a su après parce qu'on a construit une société autour de ça. On a embauché les gens de la communauté d'abord, et on s'est rendu compte qu'il y avait des originaux, qu'il y avait des tronches, qu'il y avait tout ce que tu voulais. Et c'était fantastique. Donc ça, j'y crois beaucoup. Et je pense que... Pourquoi je pense que c'est une des plus belles méritocraties, c'est que nerds du monde, unissez-vous. Il y a plein de gens qui auraient été... je pense qu'il y a 50 ans, quand
si tu étais nerd il y a 50 ans, ça se passait moins bien. Nerd aujourd'hui, c'est pas mal en fait. Tu peux rejoindre ces communautés, tu peux apprendre en ligne. Moi, quand je vois quand j'ai commencé du développement informatique gamin en 1982, j'avais un bouquin en anglais, je lisais pas l'anglais. C'était du basique pour un ordinateur, c'était pas celui que j'avais. Donc en fait, c'était pas très utile. Et ça m'a pris du temps pour apprendre parce que j'avais pas accès à l'information. Aujourd'hui, n'importe qui avec un ordinateur qui a accès à l'Internet peut devenir très bon. Et c'est ce qui différencie les geeks, c'est cette capacité de s'isoler, d'apprendre, d'avoir cet effet tunnel, d'apprendre vraiment beaucoup et ensuite d'amener à des créations, pouvoir amener à des entreprises, pourquoi pas, si c'est ce qu'elles veulent faire. Mais c'est vraiment c'est quelque chose que je trouve de fantastique. Et c'est pourquoi c'est cantonné à l'informatique. Il y a plein d'autres domaines où on peut le faire, mais l'informatique, c'est le cas. C'est parce qu'on a besoin finalement de peu de matériel pour commencer. Grâce au cloud, on peut se construire l'équivalent de ce que le Crédit Suisse avait en data center sur 4 continents en 3 clics. On peut commencer avec quelques dollars de dépenses pour ensuite augmenter si c'est un succès. Donc en fait, les contraintes de capital et les contraintes de ressources sont très très faibles pour prouver ce qu'on veut faire. Et voilà, ça c'est très unique. Si tu veux faire ta passion dans le génie civil, bon, maintenant il y a les imprimantes 3D, donc ça devient un peu mieux, mais on voit qu'il y a plein de domaines où quand même c'est plus bloqué. Après, j'aimerais revenir au biais que tu mentionnes. Tu dis en Suisse, on peut à peu près tous faire les PFL, c'est vrai. Mais de nouveau, là, il y a des biais immenses. Quand moi, je vois des familles où les 2 parents sont pas francophones, qui n'ont pas d'éducation, puis ils se reçoivent des grandes notes sur Pronote, sur ce qui va être fait. Quand on essaye de comprendre le système Armos, voilà comment votre enfant peut être promu avec ses notes fois 1,6, sa fois pi moins la cotangente de machin, on va dire s'il passe. Il n'y a pas les mêmes chances. Non, c'est sûr. Quand ma fille elle rentre de l'école et puis elle me dit purée, je comprends pas ça, je m'assieds, je l'explique, c'est réglé. Je pense pas que c'est le cas dans toutes les familles. Donc il y a un biais qui est énorme. Et je pense que l'école suisse a encore beaucoup à faire pour réduire ce biais. Il existera toujours, mais aujourd'hui il est réel. Non, alors ça, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai eu de la chance que... Moi, je suis le premier de ma famille à être né en Suisse. Mais mes parents se sont très bien intégrés. J'avais des amis quand j'étais en secondaire, primaire. Alors, je ne me rendais pas forcément compte, mais on en parlait après. Où, effectivement, leurs parents sont peut-être moins bien intégrés. Donc, ils ne parlaient pas forcément bien le français. Et donc, c'était leur rôle d'expliquer comment fonctionnent les assurances maladie. Tu vois, à un âge quand même où tu n'as pas forcément conscience de ce que c'est une assurance maladie. Donc, effectivement, alors, je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que je dis, et je crois quand même, c'est quand même la... Alors, je ne sais pas si c'est une très grande minorité ou pas. Je suis probablement biaisé aussi. J'ai quand même l'impression que pour ça, on est bien en Suisse. Ah oui, on est extraordinairement bien. Oui. Bon, et là, je voulais directement te poser une question, mais que je te poserai en partie 2, où on va plus parler de toi, de Neuchâtel, de la Suisse. Donc, je reviens sur CloudBees, parce que au début, tu as cité... Donc, il y avait certains niveaux dans une entreprise et vous avez justement franchi plusieurs niveaux. Vous êtes passé par exemple de 10 à 500 en 11 ans, mais pas que. Tu vois, tu as parlé de 150 millions de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si c'est ce que vous faites cette année, mais en tout cas, je sais que vous faites plus de 100 millions. Donc, pareil, vous êtes passé de plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Enfin, vous êtes passé de 0 à 100. Pas rapidement, mais disons, c'est quand même voilà, en 10 ans. Et tu as dit que c'était pas la même chose de passer de 0 à 100 que de passer de 100 à 300. Qu'est-ce qui change fondamentalement? Alors,
Alors, je vais pas parler de revenus, je vais parler de personnes, parce que pour moi, c'est le plus grand indicateur. En fait, ce que j'ai observé, c'est que jusqu'à 50 personnes, tu te comportes un peu comme dans un village. Tout le monde sait tout, tout le monde connaît tout. Si tu dis quelque chose, tout le monde le sait immédiatement. Donc, il y a une sorte de connaissance tribale qui s'installe, où tu n'as pas besoin d'avoir une méthode de communication très sophistiquée. Tu n'as pas besoin de tenir le meeting officiel et puis le petit mémo qui va bien. Pas dire que tu n'en fais pas, mais ça veut dire que les gens savent déjà où tu vas, comment on va le faire, les problèmes qu'on va rencontrer. Donc, il y a cette compréhension et aussi cette compassion, en fait, qui est partagée. C'est-à-dire que les gens qui font du produit savent quels sont les problèmes rencontrés par le marketing et les ventes, et vice-versa. Donc, en fait, tu obtiens beaucoup de trucs gratuitement dans cette période pour lesquels tu ne dois pas travailler. Après, nous, on avait grandi en une année de 55 à peu près, je ne sais plus si c'était 50 à 150, je crois que c'était 150 à 180 personnes en 2014 quand on a vraiment trouvé notre fit. Donc, on a triplé. Faut imaginer ce que ça représente. Hein. Tu es... c'est comme si tu avais deux nouveaux potes qui venaient à tes côtés, à gauche, à droite. Tu vois, tu avais 2 sièges libres, maintenant tu as 2 personnes à côté, et ça pour tout le monde. Et donc ces personnes deviennent un petit peu la colonne vertébrale de la transmission de cette connaissance implicite qui existe, cette connaissance tribale qui existe. Mais tu te rends compte à ce moment-là, en passant c'est à peu près vers les 120, 150, 180, ça va dépendre évidemment des environnements, mais qu'il va falloir expliciter un certain nombre de choses. Il va falloir expliciter la communication. Il va falloir segmenter parfois l'information parce que ça va faire trop. Et les gens, tu vas engager des gens qui deviennent plus des spécialistes. En fait, il y a presque une réponse qui est dans la question. C'est quand tu engages des gens qui sont talentueux, qui pourraient bosser chez Microsoft, chez Google, et ils viennent dans une boîte qui s'appelle CloudBees, qui a 47 Pékins ou 30 Pékins, et ils n'arrivent même pas à être tous dans la même salle, ils sont tous en train de bosser depuis chez eux. Déjà, tu as affaire à un type de personnalité différente, et c'est pas forcément les mêmes qui vont venir quand tu auras 600 personnes, des structures, un CFO, avec tes auditeurs et tout le truc, tu vois. Donc, il y a une sorte de sélection qui se fait aussi graduellement où tu vas engager des gens d'une nature différente qui recherchent autre chose. Donc, à partir de, disons, 150, 180 personnes, tu commences à voir qu'il faut créer beaucoup plus de process pour aligner les gens, pour partager la vision, pour répéter la vision. Un gros truc que j'ai appris moi, j'ai pas encore fini ma religion sur le sujet, hein, mais c'est le concept de valeur. C'est un concept qui existe peu ou pas ou mal en Europe, en fait, et qui est très fréquent aux États-Unis, probablement pour ces raisons, parce qu'il y a beaucoup plus de ces croissances rapides. Tu dois expliciter tes valeurs. Qui sommes-nous? Donc, tu as ta vision, ta mission, tes valeurs, et puis tu vas expliquer pourquoi c'est tes valeurs. Et ça m'a toujours fait marrer, ce genre de truc, moi, parce que, en fait, la culture, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Et donc, expliciter tes valeurs, souvent, il y a un petit côté « j'aimerais être ça ». Tes valeurs, c'est rarement « bon, alors chez nous, c'est un peu le bordel. Roger, il fume, même si c'est pas autorisé, donc c'est un peu un con. Et puis, on vous dit pas tout parce qu'on pense pas que vous êtes capable. » Non, les valeurs, ça va être la transparence, l'honnêteté, le rapport au client, le respect, la vélocité, l'innovation. Tu vois. C'est ça, les valeurs. Mais c'est du wishful thinking, c'est-à-dire que, ouais, on aimerait tous que ce soit ça, mais c'est pas ça. Donc, il y a toujours un regard un peu cynique qui se fait en Europe, parce qu'on a tendance à être un peu plus cynique par rapport à ça, je pense, en se disant, ouais, les valeurs, alors on est beau, on est fort et on est intelligent. Moi, je sais que c'était un truc qui m'avait marqué chez Red Hat. À l'époque, chez Red Hat, il y avait une valeur qui était truth. Et moi, mais je devenais complètement taré avec ça. Puis je disais, mais c'est pas une valeur, la vérité. Tu peux dire qu'une des valeurs, c'est de dire la vérité, ou d'être authentique, ou de pas mentir. Mais truth, il y avait un côté religieux, c'est-à-dire, notre valeur, c'est d'avoir la vérité, en fait. Et en face, on me regardait en disant, mais de quoi tu causes? Truth, c'est bien, non?
Ouais, c'est sûr, mais ça veut rien dire en fait. Et donc, moi, très tôt, je pense que je suis parti un peu de travers par rapport à cette notion de valeur. Et après, tu te rends compte quand tu arrives à 180 qu'en fait, ça devient super utile. Parce que au début, tu te dis, mais évidemment que j'engage des gens qui correspondent à nos valeurs, parce que on est un village, donc les gens s'auto-sélectionnent logiquement. Mhm. Quand tu deviens une petite ville, les gens s'auto-sélectionnent plus du tout. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tu engages des gens qui correspondent, mais alors pas du tout à tes valeurs. Et tu commences à comprendre qu'il y a une valeur dans les valeurs. Il y a de la valeur dans les valeurs, de les expliciter, de dire voilà, on est ça, nous. Si vous ne cherchez pas ça, venez pas ici. Allez ailleurs. On vous aime tout plein, mais vous n'allez pas être heureux, on ne va pas être heureux. Il y aura rejet d'organes qui va avoir lieu. Donc, je trouve qu'il y a, il y a vraiment du positif à faire ce genre de choses. Et puis après, ça se complique d'autant plus. Après, ça devient sur les structures de management. Alors, les managers, c'est aussi un sujet. On commence tous à être un contributeur individuel dans notre carrière. Puis on se dit, ah, moi aussi, je vais être comme mon patron, je vais être manager. Voilà, parce qu'on voit le manager comme son patron. Alors, notre manager, souvent, oui, volontiers. Notre manager, il est le cul entre deux chaises. Hein. Mais donc, beaucoup de contributeurs individuels ne sont pas formés pour devenir manager. Et donc, ils vont lire les Five Dysfunctions of a Team, ils vont lire 3 ou 4 articles, voilà. Et puis, ils vont un peu se créer sur le tas par observation. C'est là que la culture devient super importante. Hein. Après, on peut reparler de la culture si ça t'intéresse, mais on voit que les gens, en fait, ils deviennent managers. Ils ne savent pas trop pourquoi, comment, parce que peu d'entreprises le font bien. Et après, l'étape d'après, c'est devenir manager de manager. Et ils ne se rendent pas compte que c'est là. La plupart des gens se cassent la gueule à ce moment-là. Parce que quand tu deviens manager, beaucoup de gens arrivent à émuler le bon comportement. Ils se rendent bien compte qu'un manager doit résoudre des problèmes, doit s'occuper un peu de carrière. Mais enfin, ce n'est pas très clair. Mais ils arrivent à peu près à émuler. Mais surtout, comme ils étaient un ancien dans l'équipe, ils voient ce qu'est un bon contributeur individuel. C'est quoi un contributeur individuel? Productif, heureux, talentueux, ainsi de suite. Donc, ils arrivent à recréer ça. Puis ils savent à peu près mesurer intuitivement parce qu'ils faisaient leur job avant. Et du coup, ils savent très bien quand quelqu'un fait un job pourri, ils ne vont pas lui faire. Quand on devient manager de manager, ça devient très compliqué parce qu'on commence à gérer des gens qui gèrent des gens. Donc, on n'a plus du tout de rapport direct avec les personnes qui vont faire le job. Et si on n'est pas capable de mettre en place un système, on parlait de système avant, hein, celui qui me dérangeait, qui m'a décidé à changer de job, si on n'est pas capable de mettre un système qui va mesurer les bonnes choses, évaluer les bonnes choses, créer des process où on va revoir ses fonctionnements régulièrement, ainsi de suite, notre job, on ne sert à rien, tout simplement. Et donc, cette progression manager-directeur qu'on observe, elle est très fréquente, elle est très peu documentée. Il y a beaucoup de recherches, hein, du Harvard Business Review, tu peux trouver 4000 articles, mais quand on regarde ce qui se fait dans les faits, dans les entreprises, en termes de formation de ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ne font pas manager, puis après ils partent un an faire un MBA, puis ils reviennent pour faire directeur. Ils sont dans l'action, ils sont promus parce que la société grandit, c'est les personnes les plus naturelles pour. Et elles ne se rendent pas compte qu'en passant cette étape, elles explosent en vol parce qu'elles n'ont jamais non seulement fait, mais c'est juste un job qui n'a plus rien à voir. Oui, on fait toujours de l'informatique, oui, on fait toujours du développement, mais tu ne fais plus du développement, tu ne fais plus de l'informatique, tu gères un système. Donc, commencer à formaliser ces choses, commencer à embaucher des gens qui ont fait ça, mais qui l'ont bien fait, qui ont appris à le faire. Peut-être qu'ils ont été embauchés dans une boîte plus structurée, peut-être qu'ils ont fait des MBA, peut-être qu'ils ont fait des cours, je ne sais pas, mais tu as des gens qui savent faire ça. Et donc, tu dois commencer à embaucher ces couches un peu de middle management qui savent faire. Et c'est souvent mal perçu. On considère le middle management comme finalement la couche de l'entreprise qui fait rien, mais qui gagne pas mal d'argent. Mais en fait, on ne se rend pas compte que sans ça, en fait, c'est un doux rêve. Ta boîte tient pas la route. Donc voilà, je parle de quelques-unes de ces étapes, mais c'est quand même ce qu'on observe au fur et à mesure où tu grandis. Donc, une petite boîte, c'est pas une petite grande boîte. Tu vois, c'est pas la même chose en plus petit. Mhm. Tu as vraiment des paliers où la boîte va devenir complètement différente. Voilà.
Manager de manager. Valeur, mission, vision. Qu'est-ce que tu penses de l'holacratie? Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, tu sais pas ce que c'est? Non. Ah, ok, c'est très bien. Ok. Parce qu'en fait, moi j'ai eu pas mal d'invités justement qui ont des entreprises qui suivent un modèle holacratique. Je vais te dire ce que c'est. Euh, Moi, ça me parle pas mal aussi. Et en fait, donc l'holacratie, c'est un type d'organisation très plat, donc très horizontal, où finalement il n'y a plus de chef ou plus de réel chef, si on veut. Généralement, c'est organisé en cercle. J'ai entendu un peu ces cercles. Tu connais Coca.ch? Oui. Euditis. Hmm. Tu vois un peu leur système d'organisation? Ouais, mais ouais, ok. Moi, je suis très sceptique. Enfin, je suis pas sceptique. C'est sympa. Je pense qu'il y a une taille, une limite de taille. Mhm. Et puis il y a une limite. Enfin, il y a une prédisposition pour tous les business qui vont être très orientés projet ou initiative. Donc, si tu prends, alors je ne sais pas si c'est le cas d'Auditis et de Coca, mais je pense que ça ne serait pas étonnant que ce soit le cas, où tu as beaucoup de tracks parallèles. Donc, on va dire, je ne sais pas, j'invente dans le cas des deux, euh, mais je t'exprime ma pensée, puis comme ça, si j'ai tort, je pourrais pas nier que j'avais tort. Mais je pense que quand tu es dans une boîte de conseil, et Auditis fait beaucoup de conseils, c'est plus facile d'avoir ce genre de comportement parce que chaque mission, chaque client, chaque conseil va être sa petite start-up dans l'événement. Mais le besoin d'intégration entre ces différentes branches n'est pas forcément critique au fonctionnement de la boîte. Je ne sais pas comment fonctionne Coca, mais à mon avis, ils ont leur Coca Wine, ils ont Coca Daily, ils ont le truc. Ouais. Après, au sein de chacune, ils ont des missions. Chaque jour, il y a peut-être, ou chaque semaine, il y a une nouvelle offre. Donc, chacun peut être géré comme un projet différent. Donc, je ne veux pas minimiser déjà du tout la valeur de ces entreprises parce qu'elles ont très, très bien réussi. Ce que j'essaye simplement de dire, c'est que je pense que ce modèle de comportement at scale, dans une structure qui a un besoin qui a une mission qui doit s'aligner, j'ai mes doutes. Donc, si tu prends une boîte comme CloudBees, tu as des besoins en termes de go-to-market, de force de vente, de structuration des forces de vente, comment c'est lié au marketing, comment c'est lié au product, et ce que tu ne vas pas faire. Et les gens ne sont pas d'accord sur ce que tu ne vas pas faire. Et il y a un moment, tu peux les mettre dans une pièce aussi longtemps que tu veux pour essayer d'obtenir un consensus. De un, c'est pas forcément le consensus la meilleure idée, c'est peut-être celle qui va être la moins consommatrice politiquement, mais c'est pas forcément celle qui va projeter le plus d'output d'un point de vue business. Mais à partir du moment où tu dois arrêter, et puis tu dois avoir un disagree and commit, comme on dit. Donc, ok, je vous ai entendu, vous n'êtes pas d'accord. Maintenant, on va faire comme ça, parce qu'on ne va pas discuter pendant 110 ans, et j'aimerais que vous committiez à cette décision. On s'engage tous à la respecter. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, il ne faut pas rester, parce que vous allez être malheureux, on va être malheureux, ça va polluer l'exécution. Et ce disagree and commit est très important. Une grande partie du disagree and commit, c'est d'être entendu, tout d'abord. Si on a l'impression que c'est toujours on fait ça, et puis il n'y a pas de moyen de discuter, on se sent rejeté et on se dit mais c'est quoi ma valeur? En fait, on dit toujours non, je suis un pion. Ouais. Mais si on est écouté, puis c'est pris en compte et ça modèle une partie des décisions, mais qu'après on doit faire un alignement, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je ne serais pas étonné que d'ailleurs, dans ces types de structures, il y a une forme de leadership qui n'a pas son nom, qui peut être là uniquement parce que des gens ont une aura ou une personnalité ou un charisme plus fort et qui, de manière soft, font ce disagree and commit. C'est celui qui se lève dans la séance et puis qui dit, même si c'est un peer, ça avec tout le monde, qui va dire, écoutez, on va pas s'en sortir. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça. On va de l'avant, tout le monde va y gagner. Puis qui fait le bon speech, tout le monde dit, ouais, on y va comme ça. Et une décision a été prise. On va remarquer que c'est souvent le même leader qui se lève et qui fait le cas, qui résout le cas. On va peut-être voir même que c'est le fondateur, pourquoi pas. Ou alors le bras droit qui a nommé le fondateur, et ainsi de suite. Donc, je pense que l'implicite
existent quand même dans ces structures. C'est toujours des formes qui existent implicitement, mais elles sont bien là, même si elles ne sont pas explicitées. Mhm. Et moi, parfois, les plus grandes erreurs que j'ai faites, c'était souvent quand je ne prenais pas de décision, quand je repoussais, quand je voulais faire trop gaffe aux autres. S'adapter, on parle d'adaptabilité, c'est parce que souvent, j'ai trop voulu m'adapter et ne pas vouloir prendre des décisions plus fortes, plus unidirectionnelles. Donc, je pense qu'il y a un gros risque avec ça. Et il y a en fait, ces cercles sont organisés avec des rôles. Donc chaque personne a des rôles ou plusieurs rôles. Et il y a un rôle euh, qu'on va appeler leader, par exemple. Et en fait, l'idée, c'est que justement, si on fait trop long pour trouver le consensus, il y a quand même une personne dans le cercle qui est, on va dire, une personne référente et qui, à un moment donné, va trancher. Et de cette façon-là, effectivement, ben, on va quand même avancer. Spotify, eux, utilisent ce modèle holacratique. Donc, tu vois, quand même, pour citer une C'est des autre... méthodes agiles, quoi, en fait. Ouais, alors effectivement, généralement, les boîtes holacratiques utilisent l'agilité. Mais après, agilité n'est pas égale, tu vois, n'est pas égal Je comprends. holacratie, à l'inverse. Ouais. Par exemple, il y a une boîte à Lausanne qui s'appelle, aujourd'hui, elle s'appelle Tipeee. Avant, c'était Gamadia. Ouais. On a fait un épisode aussi. Lui, il est pas trop pour le modèle holacratique. Mais par contre, ils sont hyper agiles, ils sont Bicorp. Tu connais Bicorp? Non. C'est un label, c'est le label ou l'assertif, on va dire, la plus dure à obtenir dans le développement durable et social. Ça vient des États-Unis. Enfin bref, mais c'est pour dire, il y a aussi souvent des entreprises qui sont bicorp, qui sont holacratiques, mais pas tout le temps. Enfin voilà, c'est juste pour te donner un exemple d'une boîte qui croit aussi dans tout ce modèle horizontal, mais qui effectivement n'est pas trop pour l'holacratie. Parce que l'holacratie, après ça veut dire aussi une transparence euh, assez considérable ou beaucoup plus importante que d'autres entreprises. Même si effectivement on veut prôner la transparence, tu vois, cette valeur. Après, il y a peut-être, je sais pas, tu veux pas forcément que tout le monde sache qui gagne combien, pourquoi, etc. Tu vois. Enfin bon, voilà. Donc bah, je voulais quand même te poser la question par rapport à l'holacratie parce que tu as cité des managers, de managers, de managers. Mais j'ai effectivement bien compris pourquoi, en fait. Enfin, parce que vous êtes quand même dans un système hyper complexe. C'est ça. Et donc, il y a ce besoin d'avoir une gestion euh, qui peut être ou qui est différente de ces boîtes que j'ai citées. Après, un Spotify, je sais pas, tu arrives à faire une espèce de comparaison Bah, moi, je suis plus orienté. Enfin, quand je regarde Spotify, soit j'écoute la musique, mais je regarde beaucoup ce qui se fait en termes d'ingénierie Ouais. chez Spotify. Ouais. Ils sont toujours très influentiels, ou je sais pas comment on dit, influents, Ouais. tout simplement, on va enlever la fin. Ils sont très influents dans le monde de l'informatique sur leurs méthodes agiles, aujourd'hui sur le platform engineering, qui est très en vogue dans le monde DevOps. Donc il y a effectivement une grande innovation, mais il y a une grande innovation. C'est aussi ça, c'est-à-dire que je pense que ils découvrent eux-mêmes, au fur et à mesure qu'ils évoluent, que les systèmes ont besoin d'évoluer eux-mêmes, c'est-à-dire que leurs méthodes ont besoin d'évoluer. Quand on regarde les méthodes de Spotify d'il y a 10 ans, ce pas les méthodes de Spotify d'aujourd'hui aussi. Donc, ce qui me fait dire que c'est pas faux, mais c'est qu'il n'y a pas une solution qui est fantastique. C'est les phénomènes de balancier, hein. On l'a vu dans le DevOps. Au début, les développeurs étaient les punks qui voulaient un peu plus de liberté, un peu plus de créativité. Ils ont inventé plein de systèmes qui sont à la base de ce qu'on fait chez CloudBees. Les entreprises ont trouvé ça fantastique. Elles ont voulu industrialiser ça pour que tout le monde puisse en bénéficier. Mais en faisant ça, ils ont pris le contrôle, ils ont tué cette innovation. Maintenant, avec le platform engineering qui est cher à Spotify, on remet le balancier en essayant, du côté des développeurs, en essayant de trouver un meilleur moyen de lier la cohérence avec la créativité.
mais je pense qu'il y aura un chapitre numéro 4 à cette histoire où on va remettre le balancier de l'autre côté. Donc, je pense que moi, il y a beaucoup de convictions que je n'ai pas, en fait. Donc, en fait, j'ai peut-être donné l'impression que j'ai trop de convictions quand je parle des sociétés holocratiques. L'holacratie, ouais. Pas parce que je pense que c'est pas bien, mais parce que je suis de manière générale un petit peu allergique, je pense. Et je me rends compte comment ça peut s'appliquer à moi-même, ce que je dis. Donc, il y a un peu d'ironie, mais je suis allergique quand il y a trop de convictions. Donc, ma conviction, c'est d'être allergique quand il y a trop de convictions. Donc, quand un système c'est trop dogmatique, ça crée quelque chose chez moi de sceptique. Parce que tout ce que mes 20 dernières années m'ont montré, c'est que c'est difficile d'avoir des convictions. On peut avoir des convictions fortes sur peu de choses, sur un certain nombre très, très, très précis de choses, mais le reste évolue tellement, le reste dépend tellement du contexte, dépend tellement du projet qu'on essaye de faire, avec les gens qu'on essaye de le faire dans une certaine temporalité, que les grandes théories, voilà. Peut-être qu'on en avait discuté une fois, mais quand tu lis des livres sur les startups, par exemple, ou tu regardes des threads sur Twitter, ou des livres même sur les startups, tu arrives à avoir avec autant de conviction un truc et son opposé, de gens super crédibles. Donc, on va te montrer le cas où l'entrepreneur X, envers et contre tout, s'est battu contre tout le monde qui lui disait « arrête, c'est pas la bonne solution ». Et il a foncé contre ses investisseurs, contre son board, contre le marché, contre les clients qui lui disaient que, car lui, il savait. Et en allant jusqu'au bout, il a pu démontrer au monde que sa solution était la meilleure. Et donc, défendez vos idées absolument. Allez, et puis voilà, ça c'est le chapitre 1. Tu te poses debout, tu te dis, j'attendais la suite. Ouais, faut vraiment que je me batte, ça c'est super bien. Quoi. Puis arrête, t'as l'histoire 2 qui dit l'entrepreneur Y se battait pour une idée qu'il avait découverte et il avait vraiment cette conviction. Mais un jour, il rencontra quelqu'un qui lui dit c'est pas ça qu'il faut faire, tu sais, je pense qu'il faut plutôt faire ça. Et il a su s'adapter. Et la capacité de s'adapter a été cœur, car le monde change tout le temps, il faut être agile. Et il a complètement changé. Et c'est ce qui lui a permis d'être une personne à succès. Tu es là, t'es avec tes 2 bouquins, puis tu dis, je fais quoi? Je crois dans mon truc jusqu'à mourir, ou dès que quelqu'un me dit c'est faux, je réagis et je fais, et je suis agile. Et tu vois, et les livres, les Twitter, les blogs, tout ce que tu veux, c'est rempli de convictions qui sont décrites comme des romans à succès. Et puis en fait, si tu passes trop de temps à lire ça, alors je dis pas que ça n'a pas de valeur de les lire, c'est tout mais en fait, il faut pas en lire un, il faut en lire 200. Pareil, les 200, tu dis ouais, donc en fait, il n'y a pas de règle. Mais ce que je retiens de cette histoire, c'est que parfois, il faut faire ça. Ce que je retiens de celle-là, c'est qu'il est allé jusqu'au bout, mais c'est vraiment planté au bout. Il aurait peut-être pu détecter avant. Quand est-ce que je peux détecter que je vais trop loin, que je deviens un ennemi de moi-même? Donc voilà. Donc, se nourrir de signaux qui sont contraires, je trouve ça super utile parce que ça permet un peu de nourrir notre intelligence artificielle, notre moteur, et puis se dire, voilà, je commence à reconnaître des patterns. Je commence à me dire, là, je me retrouve un petit peu dans la tête de celui-là qui s'était bien planté parce qu'il savait pas voir la vérité. Là, je manque de conviction, je manque de persistance, il faut que je m'accroche plus aux choses. Voilà. Donc, soyez divers, lisez beaucoup, mais le côté j'ai la Bible, j'ai la référence, j'y crois pas. Tu connais Michel Perrin? Le nom me dit quelque chose. Uditis. Ouais, oui. Maintenant, il est plus. C'était le directeur général jusqu'à il y a. Je crois qu'il a passé le flambeau au 1er janvier de cette année. D'accord. Et justement, lui est contre ce dogme. Donc Michel Uditis, entreprise holacratique, mais il est conscient que on peut entrer dans un dogme et donc ils font en sorte que ce ne soit pas dogmatique. Ok. Donc voilà. Bon, c'est super là. Et puis, je voulais, ça me parle beaucoup ce que tu as dit par rapport aux diverses histoires ou autres qu'on voit. C'était à la base la raison qui m'a poussé à créer mon podcast il y a 3 ans maintenant, parce que j'avais des questions et au début,
je vais te la faire courte, mais en fait, au début, c'était quasiment que orienté développement parce que je voulais développer l'entreprise qu'on a avec mon père, qui est une toute petite, tu vois, une dizaine de personnes. Hein, donc, tu vois, et en plus, hyper, vraiment, on va dire PME traditionnelle ou plus ou moins traditionnelle. Il y a beaucoup plus traditionnel que nous, Dans quel mais il y a domaine? aussi beaucoup plus agile que nous. Bah, nous, on est dans l'infra-informatique. Ok, Donc, on gère des data centers, mais en termes ok, vraiment d'infrastructure. La partie informatique, c'est le réseau, tu vois, d'accord. configuration de certains éléments informatiques, antenne Wi-Fi, quelques switches, routeurs, Donc etc. couche basse, Exact, ouais. ISO, Et- niveau 3. ouais, ouais. Même ouais, 2. 2. Ouais, Ouais, ouais. exactement. Ok. Euh, et donc, je voulais savoir comment on développait l'entreprise. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait quasiment toute ma carrière pro dans la boîte avec mon père. Et quand j'ai commencé, c'est mon père qui l'a créé, hein, qui l'a fondé Ouais. en 2009, qui s'appelle Willite Telecoms. J'ai commencé, c'était mon père, un collègue et moi. Ouais. Euh, donc, la croissance est beaucoup moins importante que la vôtre, que la tienne, que CloudBees. Euh, mais parce que justement, je me demandais en fait comment, parce que je comprenais pas, j'ai l'impression on faisait bien les choses, tout va bien, mais voilà, t'arrives pas à entrer chez un client parce qu'ils ont déjà leur prestataire Mm. et tu vois, en plus en termes de scalabilité, ben là, c'est pas scalable dans le sens, on n'a pas une marge qui est hyper considérable, tu vois, parce que je suis aussi dans une startup là, et là par contre, on parle vraiment en termes de scalabilité, là, il y a du vrai potentiel, disons, au-delà de l'humain qui doit être là pour faire la config, ou pour aller poser le switch, ou l'armoire informatique ou autre. Ouais. Et donc, au début, effectivement, bah, je posais beaucoup la question, bah, finalement, comment vous avez fait pour croître? Et donc, tu vois, on me répondait, et c'était un peu tout le temps, j'avais un peu ce fil rouge, vraiment. Comment t'as fait? Quel budget marketing? Tu vois? Ouais. Et après, là, je sais plus. En fait, assez rapidement, je me suis rendu compte, mais en fait, il y a mille et une façons de le faire. Mm. Est-ce que c'est pertinent que je commence à poser ces questions? Maintenant, je crois que c'est bon. En plus, j'ai déjà lu des livres. En fait, bon, j'ai envie de continuer mon podcast parce que j'aime là, tu vois. En Mhm. fait, ça me donne l'opportunité de parler avec toi, Ouais. de te poser des questions, même peut-être un peu parfois philosophiques, ou tu vois. Mais donc voilà, c'était juste pour rebondir un peu sur ce que tu dis, où il n'y a pas une seule façon de faire. Il faut s'inspirer un petit peu de ce qu'on croit qui est une bonne façon de faire, et puis tester, et puis se lancer, et puis avancer, et puis ça le fait pas, et on s'adapte. Ouais. Et puis on pivote. Tu sais, c'est drôle ce que tu dis sur je comprenais pas comment grandir plus et tout ça. Ça a été ma première expérience. Avant de faire JBoss, j'étais indépendant. C'est comme ça. J'ai commencé pendant mes études à l'EPFL. Et je voulais aussi grandir. Je voulais faire ma boîte. Je savais pas trop ce que ça voulait dire. J'avais aucune notion de rien. J'ai fait l'école de com avant. J'ai fait l'EPFL. Pourtant, j'arrivais pas vraiment à connecter les deux. Et donc, il y a plein de choses que voilà, certains diraient pas street smart en fait par rapport à ça à ce moment-là. Et, euh, et j'essayais de grandir, mais je me rendais bien compte assez rapidement que, ma valeur, c'était moi-même. C'est-à-dire que les gens, quand ils disaient « Ah ouais, c'est pas mal ce que tu fais, je veux plus de ça. » Mais ça, c'était moi. Sauf que si je faisais le boulot, je faisais pas autre chose. Et quand tu veux scaler, tu fais autre chose, puis tu laisses les autres faire le job. Tu vois, si tu veux faire par exemple une boîte de consulting, tu embauches des consultants qui font le job, donc tu positionnes pas Sacha pour faire du Sacha, tu positionnes Robert pour faire du Robert, Mhm. Antoine pour du Antoine, et ainsi de suite. Et j'arrivais pas à passer cette étape. Et c'était vraiment, je disais, mais je suis nul, ça va pas, c'est quoi cette histoire? Et pour moi, JBoss a été le vrai apprentissage. Euh, et par exemple, je voulais pas du tout entendre parler d'investisseurs, de venture capital. Je me souviens très bien de mon premier call avec notre investisseur principal. Tu sais, je comprends pas à quoi tu sers, j'en veux pas et tout. Et maintenant, il est sur le board de CloudBees depuis 14 ans, il est extraordinaire. Donc, ça fait 20 ans que je travaille avec. En fait, c'était de comprendre qu'il y a des profils dans la vie qui sont très différents. Mais c'est pas dire génétique, mais on est juste câblés, pas la même chose. Et donc, il y a d'un côté les valeurs que tu peux partager ou pas, et après, il y a le profil. Et tu peux partager des valeurs en ayant des profils très différents. Et on se rend bien compte dans la vie de tous les jours qu'on a des potes où on se dit, je l'aime bien, mais il pense vraiment pas comme moi. Il n'est pas du tout câblé comme moi. Mais ça ne fait pas quelqu'un de pas sympa ou de sympa, c'est juste on est d'autres espèces. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple, je suis très nul à la vente. Je vais être très bon pour crédibiliser le produit dans la vente. Donc, je serai un bon ingénieur vente, je pense.
Donc, je suis un beau fondateur quand il faut aller voir des clients. Je l'ai fait cette semaine, j'étais à Madrid, je suis allé voir des clients, c'était sympa, les vendeurs étaient contents. Mais l'acte de vente, le processus de vente, je suis une bille totale. Et donc, seul dans ma boîte, j'aurais jamais pu réussir à faire quoi que ce soit. Et le plus grand apprentissage pour moi, c'était de comprendre ce truc tout bête qui semble évident quand je le dis. Les gens vont se dire, mais merci pour le conseil, ça semble assez basique ce que tu dis. Mais pour l'intégrer vraiment dans tes tripes, de dire, parce qu'après ça s'applique à plein de choses, ça s'applique au marketing, au support, aux consultants. Tu vois qu'il y a des gens qui sont très câblés par exemple pour l'interaction sociale, l'interaction client, d'autres qui vont être capables de servir les clients très très bien, donc parfait en support, mais ils vont être des billes en vente, parce qu'en billes, en vente, il y a un rapport de force souvent qui s'opère. Quand est-ce que tu commences à locker le truc? Comment tu négocies ton prix? Moi, tu me fais négocier le prix, je m'adapte, hein. Donc, je veux résoudre le problème, c'est trop cher. Bon, on réduit le prix, il n'y a pas de souci. Ah, on veut pas que ce soit un problème, j'aimerais surtout pas que tu aies une mauvaise soirée. Mais un vendeur, il ne va pas faire ça. Il va se dire, moi, je suis sûr qu'il y a encore 20% que je peux extraire de ce compte. Et voilà, donc, la somme de tout ça fait que ça se passe plus ou moins bien. Et donc, embauche des gens avec lesquels tu partages des valeurs. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas t'entendre avec eux, mais au moins tu auras les mêmes valeurs. Et puis, s'ils sont câblés très différemment de toi, c'est parfait. Parce qu'il y a cette fameuse phrase que j'adore beaucoup, c'est que si toi et moi, on est toujours d'accord sur tout, un de nous est de trop. Et je pense que ça s'applique à beaucoup de choses. Ouais, alors je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que dans le monde actuel, malheureusement plus assez d'ouverture d'esprit parfois, je trouve. Tu vois, bon, en politique ou autre, ou parce que tu es de droite, alors que tu ne peux pas parler avec une personne de gauche et vice-versa. Et ça, On est dans le dogme. Ouais. Exactement, Ouais. exactement, ouais. Et Sacha, ben, tu as parlé de conseils. Je voulais savoir si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer. Lequel serait-il? Alors en général, ce que je conseille aux gens qui se lancent, ce que j'observe comme très typique, les gens veulent trop souvent cacher ce qu'ils veulent faire. Ils ont l'impression qu'ils ont l'idée du siècle et que s'ils le disent trop fort, on se la faire piquer. C'est un peu l'histoire du mec qui dit putain, moi j'avais l'idée de faire Google avant Google, quoi. Ils m'ont piqué mon idée. Mais l'idée, elle est facile. Tout le monde peut avoir des idées. Moi, j'ai envie de faire une boîte chaque matin en me levant un autre truc. Je vois ça, j'ai envie de ça tous les jours. Le problème, c'est pas d'avoir des idées, c'est d'exécuter. C'est de le faire, d'avoir la persistance et d'être prêt à y sacrifier 10 ans s'il faut. C'est ça la difficulté. Donc, si tu as une idée, parle-en. Parce que tu vas en fait te rendre compte que les gens, ils ont aussi des idées. Des fois, elles sont meilleures que les tiennes, ou elles sont très complémentaires. Puis en parlant, en échangeant, tu vas enrichir ton idée. Tu vas vraiment créer quelque chose. Donc, moi, je suis plutôt pour être très transparent. Ensuite, rencontre des gens, justement, qui ne sont pas câblés comme toi. Ils vont voir le problème d'une autre manière. Et ensuite, associe-toi à quelqu'un. Je pense que c'est très difficile de faire une boîte tout seul. Je pense que c'est bien de le faire à plusieurs. Idéalement, des gens qui ne sont pas câblés comme vous, qui peuvent être... Alors, au début, il n'y a pas besoin d'avoir forcément toutes les... on ne prend pas le conseil d'administration de Microsoft, puis on se dit, ou l'exécutif de Microsoft, on se dit, alors ils ont marketing, ils ont support, ils ont conseil, ils ont cloud, on va faire la même chose chez nous. Il y a besoin de moins de rôles, mais d'avoir des gens, quelqu'un qui est très axé vente, qui peut aller au combat, dans les tranchées, voilà, faire ça, par exemple, ça c'est impossible pour un ingénieur. T'envoies un ingénieur vendre son produit, il va dire, voilà, ça, on fait ça. Ok, c'est pas très séduisant ce que vous me dites. Non, puis en plus, là, il y a plein de bugs. Donc là, il ne faut pas faire dans ce cas-là parce que ça ne marche pas du tout. Des fois, ça marche, mais pas toujours. Le vendeur, il va dire, bon, on a un truc. Ça va vous permettre d'optimiser de 37% votre capacité de délivrer des machins, un truc lui dit. L'acheteur, il a besoin de rêve. Donc, quelque part, il sait que ça ne va pas être parfait. Puisqu'on a tous passé notre vie à acheter des trucs pas parfaits. Notre bagnole, notre appartement, mon téléphone, tout ce qu'on achète n'est pas parfait, il y a toujours des problèmes. Donc, il ne va pas se dire en achetant ta solution informatique que tu as vendue à 3 boîtes, alors je pense que j'ai enfin trouvé le truc parfait. Si tu achètes d'une start-up, déjà, c'est que tu es un petit peu désespéré à la base.
Sinon, tu n'achèterais pas chez une startup. Donc, il faut quelqu'un qui puisse projeter cette vision, cette narration. Et c'est ce qu'on observe, ce qui se passe exactement pas dans beaucoup de startups, c'est-à-dire que les personnes qui ont une idée peuvent être souvent des ingénieurs ou des techos, ou des nerds, ou des geeks, ou ce que tu veux, qui vont se dire « Ah, mais moi, là, je sais que je peux résoudre un vrai problème. » Et ils auront raison. Mais si ça ne s'associe pas avec quelqu'un d'autre, ça restera une idée de nerd. Et donc, je pense que trouver cette complémentarité très tôt, c'est super important. C'est ce que je n'ai pas fait quand j'étais indépendant. C'est ce que j'ai appris quand j'étais chez JBoss. Et c'est ce que j'ai créé dès le premier jour chez CloudBees. S'associer avec des gens câblés différemment. Et tu as cité au tout début, et ça c'est une citation que j'aime beaucoup, en anglais, « Action beats idea ». Exactement, voilà. C'est encore mieux dit. Sacha, comme je t'ai dit, hein, on off, là il y aurait énormément d'autres questions ou thématiques que je voulais aborder avec toi, mais le temps file, donc je te propose qu'on passe à la partie 2. Oui, nickel. Jingle. Exact. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer, abonne-toi à Développement avec Brian Humana sur ta plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube et n'oublie pas de donner ton avis en le notant. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour la partie 2. Ciao ciao.